Planter un arbre dans un sol fertile et accueillant est déjà une aventure. S'essayer à le faire dans une terre morte, c'est la réalisation d'une vie. Répéter cette même folie des millions de fois, c'est typiquement Auroville. Il aura fallu plus de 60 ans pour transformer un désert en ce que nous appelons aujourd'hui Bliss Forest, la forêt au sein duquel a été construite le centre des jeunes. Nous sommes en plein cœur de la ville, à quelques centaines de mètres des bâtiments administratifs, à un jet de pierre des écoles. Ici, il n'y a pas d'arbres dans le jardin des maisons, mais des maisons cachées sous les arbres. Ici, la forêt native de la région fait enfin ses premiers pas, protégée par des essences étrangères plus résistantes qui assurent sa croissance. Ici, les grands arbres créent le futur proche et les petits assurent l'avenir de la région. Et dans ce tourbillon de vitalité retrouvée, les animaux reviennent, l'eau a trouvé un nouveau havre de paix, la vie renaît à son rythme, comme tout dans cette ville qui évolue selon les cycles de la nature. Il existe plusieurs pistes cyclables pour traverser la forêt. C'est grâce à celle-ci que l'on peut se rendre n'importe où en quelques minutes, de la manière la plus poétique qui soit. Pourtant, ce matin, un homme court sur un de ces chemins de terre rouge. Il fut le premier à percevoir une rupture dans le chant des oiseaux, le bruit des JCB, ces bulldozers iconiques. Lorsqu'il arrive à l'entrée de Bliss Forest, 2 de ces mastodontes de métal sont déjà à l'œuvre, accompagnés de différents responsables et de plusieurs personnes filmant la scène. Je vous parlerai plus tard des mécontents, mais disons qu'une bonne partie de ceux-ci accompagnait les bulldozers. Car à Auroville, certains trouvent que le développement ne va pas assez vite. Et grâce à la nouvelle administration autoritaire imposée aux résidents depuis peu, ils avaient trouvé un écho à leur vision dogmatique et pensaient pouvoir s'en servir pour imposer leur vision du futur de la ville. Ils étaient donc fiers comme des coqs. Ils allaient pouvoir faire disparaître ces arbres qui se tenaient inutilement sur le chemin de la route qu'ils voyaient là. Et comme tout le monde le sait, les routes sont exactement ce dont la terre a besoin. Ils commencèrent donc à massacrer les arbres. Il n'y a pas d'autre mot. Un JCB dans une forêt, c'est comme une voiture dans une foule. Ça fauche. Mais c'était sans compter le conservateur. Il se jeta sur le bulldozer en marche, l'empêchant de continuer. Le ton monte, des menaces fusent. C'est un projet du gouvernement, s'y opposer est illégal, disent les antagonistes. Le conservateur s'en moque. Il essaye d'appeler au secours sur son téléphone en évitant de se faire écraser par l'appel du JCB. La tension est palpable. Un résident filme la scène. Il s'excuse de trembler. Le conservateur se retire. Une femme prend sa place, puis un autre résident, le tout sous les sourires arrogants du caméraman de leur clique. Le conservateur exige que l'on filme un pauvre petit arbuste de quelques centimètres de diamètre. Celui-ci est protégé et il est en réalité plus vieux que les géants de 30 mètres créant la canopée. En quelques minutes, plus d'une centaine de résidents ont accouru. Il est un peu plus de 9 heures du matin, la journée sera longue, la nuit à venir encore plus. Mais maintenant les bulldozers et leurs prédicateurs sont en nette minorité. Les résidents sont en colère. Certains restent sous le couvert des arbres pour éviter d'être filmés, d'autres vont à la confrontation. Le massacre s'arrête. La résistance s'organise, on va chercher de l'eau, du café, de quoi tenir le siège. Des rumeurs disent que la Fondation a appelé la police. L'anecdote cocasse de ces premiers instants, c'est qu'en temps normal, il n'y a pas de réseau dans la forêt. Auroville a toujours refusé les antennes de téléphone mobile sur son sol pour préserver l'environnement, mais la nouvelle secrétaire, l'un des personnages clés de ces événements, en a fait installer une pour son confort personnel. Merci, madame. Les résidents attendent la police. Les dogmatiques trépignent d'impatience. La police arrive. Les dogmatiques exigent d'être protégés dans leur œuvre divine. Les résidents demandent que cessent ces absurdités. Ça discute, ça se dispute. Pendant ce temps-là, les appels sont passés aux politiques et autres hauts responsables de tout crin. Finalement, la police demande à tout le monde de rentrer chez soi et invite les Aurovilliens à trouver une solution en interne. En d'autres mots, cessez vos enfantillages, nous avons autre chose à faire. Le massacre s'arrête alors pour aujourd'hui. Si nous avions su. Mais non, nous ne savions pas. Alors nous avons fait ce qu'une communauté fait en temps de crise. Elle se rassemble, elle essaye de prendre des décisions. Quelques heures plus tard, les responsables de l'aménagement et de l'exécutif sont convoqués pour répondre de leurs actes. La scène est ubuesque. La déconnexion entre les résidents et ceux qu'ils ont élus pour s'occuper de gérer le projet est totale. On exige, on vote pour l'arrêt immédiat du massacre et la démission des dogmatiques. Puis on rentre chez soi. Mais chacun sent un changement dans l'énergie d'Auroville. Une porte noire s'est ouverte dans le paradis vert. La soirée est tendue, les premiers groupes se créent sur les téléphones portables, et pour la première fois cette nuit, de nombreux résidents ne mettront pas leur téléphone en mode avion. Nous avions vécu notre premier bombardement et étions prêts à affronter la suite. Enfin, c'est ce que nous pensions. La nuit nous donnera tort, tellement tort.